Bonjour, donc je suis Johan Mourier, je suis le directeur délégué du centre hospitalier de Saint-Denis. On est évidemment ravis de vous accueillir aujourd'hui au centre hospitalier de Saint-Denis, dans cette salle du personnel, avec Marianne Fourier, qui a organisé avec la fondation cette très belle après-midi. On espère... mais alors je sais que certains d'entre vous n'ont pas eu le choix d'être là parce que c'est un TD, si j'ai bien compris. Mais on espère quand même que vous venez avec plaisir pour partager les expériences. Alors d'abord de nos invités qui sont derrière nous pour la table ronde, mais aussi surtout d'échanger avec vous et même entre vous sur les différents parcours infirmiers. Alors moi je suis un vilain petit canard parce que je suis un administratif, mais je viens d'une famille d'infirmiers, donc ça va, je sortirai vivant de cette salle. Une époque où on arrivait au métier aussi par différentes voies. À l'époque, c'était la promotion militaire, par exemple. Alors ma sœur est devenue infirmière, elle, on va dire sur une voie plus classique, puisqu'elle correspond plus à vos promotions. Mais c'est vrai que ce métier, c'est aussi spécialisé, c'est aussi énormément diversifié dans ses pratiques, à l'hôpital et en dehors. Je sais qu'on va aussi beaucoup parler des autres structures aussi qui peuvent accueillir. Évidemment, comme je baigne dedans depuis ma plus tendre enfance, c'est pour moi le plus beau métier du monde, plus même que celui que je fais, mais je n'étais pas fait pour faire celui-là. Donc vous avez bien fait de choisir cette voie et j'espère vraiment pour vous que l'après-midi sera riche. Les discours, c'est toujours trop pénible, même quand le buffet est avant les discours, ce qu'on a quand même essayé de faire aujourd'hui. Donc vraiment, merci à vous de votre présence. Merci Marianne d'avoir organisé cette journée. On est très très contents, que ce soit au niveau de la direction de l'hôpital et de l'IFSI, au nom du groupe hospitalier de territoire Plaine de France, d'accueillir ces journées. Et encore merci à toi d'avoir été à l'initiative de ces journées. Et merci aux équipes de l'IFSI. Et je le dis tout de suite, en général, ça se fait plutôt à la fin au générique, mais merci à toutes les équipes techniques du centre hospitalier et d'ailleurs qui ont contribué au bon déroulé de cet après-midi. Merci à vous. Alors, je suis un peu émue, Johan, aujourd'hui, parce qu'en fait, je reviens dans cet établissement dans lequel j'ai exercé comme directeur adjoint. C'était mon premier poste de directeur adjoint, car moi aussi, je suis une administrative. Et j'étais directrice à l'époque des affaires médicales et de la stratégie de cet établissement. Et je suis revenue dans cet établissement pour rencontrer Rada Hatem, que vous connaissez tous, je pense, à la Maison des Femmes, qui est un de nos partenaires à la Fondation. Et donc, je suis très émue aujourd'hui, très, très ravie que vous soyez aussi nombreux à partager ce moment que j'espère passionnant. Passionnant grâce à nos intervenants, mais passionnant aussi grâce à vous. J'espère bien que vous allez être interactifs, que vous allez réagir, que vous allez applaudir, que vous allez contester éventuellement. On va parler du métier d'infirmier. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui la France a besoin de vous, a besoin des infirmiers. Elle en manque. Il y a une pénurie, vous le savez, de soignants énorme. Et donc la Fondation Aimer Soigner, dont j'ai la chance d'être la déléguée, avec Serge Guérin, qui est le président du comité, tu peux peut-être venir, Serge, à côté de moi, président donc, du comité scientifique de cette fondation, nous avons décidé, entre autres actions, car nous menons beaucoup d'actions dans cette fondation pour les soignants et pour les métiers du soin, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'étudiants comme vous, dans les IFSI et les IFAS de France. Donc des fois, c'est des étudiants aides-soignants, des fois, c'est des étudiants infirmiers comme vous. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de vous proposer une rencontre in vivo dans votre IFSI ou dans l'établissement de rattachement de votre IFSI avec des professionnels qui exercent le métier que vous êtes en train d'apprendre. Donc l'idée, c'est de partir de leurs témoignages pour vous montrer la variété, la diversité d'exercices de ce métier et ensuite de débattre avec vous sur des questions qui vous tiennent à cœur. Je vais donc laisser maintenant la parole à nos invités. Nous avons aujourd'hui 6 invités, Serge, qui sont tous infirmiers de formation. Je vais commencer par là. Donc Hugo, alors je ne connais pas les noms, Diez de la Morena, infirmier en neurologie dans votre établissement de La Fontaine. Ensuite, nous avons Sabrina Ballet, qui est faisant fonction de cadre supérieur, qui vient d'arriver à Saint-Denis, au pôle enfant, Sabrina.
Nous avons Fadila, qui représente à elle toute seule l'anesthésie, la salle de réveil et un petit peu déjà le bloc derrière. Donc comment on exerce comme infirmière en bloc. Nous avons notre Benjamin, Inès, donc Fadila, j'ai pas dit votre nom, Fadila, Isma. J'ai également donc Inès Deraz, qui elle n'exerce pas à De La Fontaine, exerce dans un EHPAD, un établissement d'hébergement pour personnes âgées. Elle va nous parler de son expérience dans les EHPAD, dans les maisons de retraite médicalisées du groupe Clariane, en l'occurrence. Et nous avons Benjamin, que je ne gratine pas ton nom, Jawani, qui lui a exercé comme infirmier psychiatrique et qui va nous parler de psychiatrie. On terminera ce tour de table par notre grand témoin, Abdelali El-Badawi, présent ici, également infirmier, qui va nous faire part de sa vision du métier. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et il est venu avec son adorable petite fille de 6 ans, qui est, je crois, la plus jeune de l'assistance. Et on espère qu'elle aura la vocation à l'issue de cette rencontre. Voilà, je vais laisser donc la parole à notre président du comité scientifique, Serge Guérin, sociologue, qui animera donc cette table ronde dans un premier temps et les débats dans un deuxième temps. Merci pour votre accueil à tous. Merci. Eh ben tiens, puisque vous étiez dans cet exercice physique difficile qui s'appelle l'applaudissement, on va poursuivre. Et je vous propose de vous lever tous et de vous applaudir. Allez, vous levez et vous applaudissez. Parce qu'il faut de temps en temps avoir un peu d'aspect positif. Voilà. Vous applaudissez parce que vous êtes là. Vous applaudissez parce que vous avez envie de vous applaudir. Et puis, on vous applaudit tous parce que nous avez fait l'amitié de venir. Voilà. C'est un temps où vous toutes et vous tous, vous allez témoigner, raconter, parler sans langue de bois, c'est-à-dire qu'on raconte les choses, et ça va être ça aussi qui va être intéressant. Puis dans un deuxième temps, on va faire ça progressivement, puis dans un deuxième temps, il y aura aussi un temps de questions-réponses. Si vous avez envie, il n'y a pas d'obligation, on ne pousse pas non plus les gens, s'ils n'ont pas envie de parler, ils ne parlent pas, mais s'ils ont envie de prendre la parole, ils prennent la parole. Et une autre chose qu'on va inventer, qui est toujours très très intéressante, c'est de s'écouter. Parce que c'est bien beau de causer, mais c'est encore mieux quand les autres écoutent. Et puis inversement, la personne qui a parlé ensuite écoute les autres et tout ça. Donc on va faire aussi cet élément-là. Alors, Marianne a déjà donné tous les noms, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais, bah tiens. Ouais. Hein, Fadila. Eh ben on va démarrer. Allez. L'idée, c'est un petit peu, finalement, pourquoi non pas pourquoi vous êtes là à cette seconde, mais finalement, pourquoi avoir choisi ce métier et en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, en fait, j'étais aide-soignante au bloc opératoire depuis 2011. Avant, j'étais en neurochir à la Pitié-Salpêtrière. J'ai fait une mutation en bloc et je voulais faire la continuité, devenir infirmière. Et du coup, en 2017, j'ai été à l'école et voilà, maintenant, je suis infirmière en salle de réveil. Ouais, c'est bien, hein. Alors, je me retourne du côté de Sabrina, c'est un peu la même, c'est même totalement la même question. C'est pourquoi le choix, comment ça s'est fait ? Bah écoutez, je crois que je suis née dedans. Ah bah alors voilà, une autre approche. Voilà. Bah, très jeune, j'ai su que je voulais exercer la profession d'infirmière. Et je pense que le fait d'être en contact régulièrement avec les enfants de par la profession de ma mère, eh ben, très rapidement, j'ai su que je voulais devenir infirmière puéricultrice. Donc, j'ai commencé en tant qu'infirmière en 2002. J'ai exercé pendant 7 ans en pédiatrie générale. Je me suis spécialisée en tant que puéricultrice. J'ai travaillé en maternité, en unité kangourou. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai changé d'établissement au fil des opportunités. Ensuite, je suis revenue en maternité. Ensuite, j'ai été cadre de nuit, cadre en pédopsychiatrie. Et là, je rejoins depuis quelques semaines Saint-Denis pour être faisant fonction de cadre supérieur de pôle enfant à Saint-Denis. Donc voilà. Super. Et je continue ce petit tour de table. Inès, alors vous n'êtes pas tombée dedans. Vous étiez tombée dans un autre truc avant. Ouais. Donc moi déjà bac littéraire, donc je pensais pas du tout à infirmière. Puis j'étais en hôtellerie, donc j'ai fait un BTS en alternance, donc j'ai bien travaillé en tant que réceptionniste pendant 2 ans. Et puis après,
j'ai plus aimé. J'avais envie de faire autre chose, donc je me suis dit, pourquoi pas le métier d'infirmière. Et puis, je suis rentrée dans l'IFSI et ça m'a tout de suite plu. Et donc, me voilà, infirmière en EHPAD. Génial. Et vous êtes la plus jeune d'entre nous, mais vous vous occupez des plus vieux. C'est ça. Voilà. Ouais. C'est l'intergénération. Il y a, tout à fait, ouais. Dans les personnes que vous accueillez, il va y avoir des personnes qui peuvent être vos grands-parents, voire vos arrière-grands-parents. Souvent arrière-grands-parents, Ouais. carrément. Ouais. Ouais. Oui, ils vont pas être contents sinon les grands-parents. Et voilà. Ok, super. Donc on va poursuivre. Vous voyez, à chaque fois des histoires différentes. Pareil, Benjamin. Alors pourquoi du métier. Ouais. Alors le pourquoi du métier, un papa qui a eu un accident de la route quand j'avais 6 mois. Donc il était paraplégique, et puis papa fréquemment dans les hôpitaux, à Berck-sur-Mer, et puis ma sœur aînée qui est devenue médecin et dont le mari est médecin. Voilà, donc un environnement très très médical, et puis voilà. Et puis une vraie passion, un métier fantastique, et même si je le suis plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est l'un des rares métiers où on peut rentrer chez soi en se disant je peux être satisfait de ce que j'ai fait, quoi. J'ai apporté du bien. Voilà. Joli. Benjamin, j'ai pas bien entendu. J'ai apporté du lien ou j'ai apporté du bien? Les deux. Les deux, voilà. Le lien, non mais c'est vrai en plus, parce que on apporte du bien, mais l'infirmière, c'est beaucoup de liaison. Donc mon beau-frère, qui était, il n'est plus maintenant, qui était chirurgien, il me disait ce qui est essentiel, c'est que l'infirmière, c'est le porte-voix du patient. Donc une infirmière qui se soucie peu du patient, c'est une infirmière dont la prise en charge sera défaillante, parce que finalement le lien patient-médecin, le médecin est le décideur, l'infirmière coordonne les soins. Voilà. Donc oui, c'est le lien et le bien. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. On va poursuivre. Et puis, je me retourne vers Hugo. Pareil, l'histoire, là, comme ça, en quelques mots. Alors là, on va faire un peu de voyage en même temps. Alors, moi, la profession d'infirmière, c'est pas directement infirmier, c'était soigner soit des animaux, soit des humains à 10-12 ans. Après, dans les VAC, au niveau des VAC, j'ai fait les VAC scientifiques déjà avec l'envie de soigner des personnes. Et arrivé à la fac, j'ai choisi de rentrer en première année d'école infirmière où il y a quelques métiers, quelques troncs communs avec toutes les professions paramédicales en Espagne, parce que j'ai fait mon diplôme en Espagne, où on peut finir kiné, sage-femme, on peut finir orthophoniste, podologue. Et du coup, j'ai choisi d'abord rentrer à l'école infirmière. Et de mon premier stage, j'ai dit, dans 3 ans, je suis infirmier. J'ai mis 3 ans et du coup, après, lors de mes cursus, j'ai décidé d'émigrer à l'étranger et essayer différents pays. J'ai fini en France et ça fait 20 ans et 5 jours que je suis en France. On s'est raté un tout petit peu pour faire l'anniversaire. On a vraiment un parcours commence pour les 21 ans ou pour les 30 ans. Voilà, on essaiera de... Ouais. On verra. Ou pour les 40. D'accord, ok. On aura le temps d'organiser tout cela. Alors, vous voyez, rien que là, déjà, on a des parcours différents, des histoires différentes et des gens qui viennent de différentes raisons. Et il y a, carrément, vous êtes tombé dedans, donc c'est, on pourrait dire la vocation, on y reviendra. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Puis d'autres, Inès, une évolution, voilà. Oui, mais comme la vie. La vie, elle n'est pas nécessairement rectiligne, c'est les rangs. Et c'est entre autres, dans la vie, souvent, il y a quelque chose qui s'appelle les rencontres, qui peuvent être ou pas un élément. Souvent, par exemple, quand on parle à des élèves ou autres, ou après, parfois, quand tout va bien, ils se rappellent au moins d'un prof. Bien. Puis ils se rappellent aussi des mauvais. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Mais là, on va être plutôt sur des rencontres qui ont fait quelque chose. Alors, parmi vous, je pense à Benjamin, de raconter un petit peu, parce qu'en plus, ça a un lien avec ici, mais de raconter un peu le poids des rencontres. C'est-à-dire, finalement, le poids de l'être humain. Je crois que c'est Clémenceau qui disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et en 2014, j'étais formateur dans votre IFSI. Donc à l'époque, il y avait monsieur Boisdanguin et il y avait monsieur Ménade Netsider qui est encore là.
Donc, Monsieur Ménad Naitsider, que là beaucoup de gens connaissent, fait appel à moi via une connexion en commun pour me demander, parce qu'à l'époque j'étais directeur d'un HAD qui était spécialisé dans tout ce qui était perfusion sur cathéter veineux centraux, donc PICC-Line, chambre implantable, Broviac, enfin tous ces accès veineux centraux. Et donc du coup je suis venu enseigner à la promo ce que j'avais pu apprendre pendant toutes ces années où on gérait ça à domicile. Et j'ai découvert que le diplôme d'infirmier était reconnu niveau licence. Donc Bac plus 3, alors que moi j'étais encore resté à Bac plus 2, parce que là aujourd'hui ça vous paraît évident, mais moi à mon époque, je suis diplômé de 2003, on avait un niveau Bac plus 2. Et donc Ménad Naitsider, à qui je rends hommage, malheureusement pour ça qu'il était là, mais il est en vacances, eh bien il m'a ouvert le champ du possible, c'est-à-dire de faire autre chose en plus de ce métier d'infirmier, c'est-à-dire reprendre des études à Paris 8. Et donc j'ai passé un Master 2 en droit de la gestion des établissements et aujourd'hui je suis directeur d'une clinique grâce finalement à cette rencontre qui a été faite ici. Donc je reste toujours soignant dans l'âme. Je pense qu'un directeur d'établissement, je l'étais aussi à l'étranger parce que je suis un peu aussi un globe-trotteur. J'étais directeur des opérations pour le groupe Elsan où j'ai géré plus de 260 lits à l'étranger au Maroc. Et finalement la vision d'infirmière, elle nous quitte jamais. Alors je ne pense pas qu'on soit les directeurs les plus performants financièrement, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand j'arrive dans un hôpital, dans une clinique, je sais tout de suite si le directeur est un ancien soignant ou un pur administratif, parce qu'on change le curseur. Moi, par exemple, dans ma clinique, j'augmente toujours les effectifs soignants, parce que c'est pour moi c'est primordial. Je reste toujours fidèle à ma corporation d'origine, alors que dans beaucoup de structures, on va augmenter les effectifs administratifs. Voilà. Donc, le métier d'infirmier, moi, ça a commencé par ça. Très probablement, je finirai ma carrière parce que je vois beaucoup d'infirmiers qui interviennent dans ma clinique qui sont à la retraite et je pense que j'aurai ce besoin par la suite, comme je disais tout à l'heure, faire du bien et faire du lien. Je pense que je retournerai à mes premiers amours très certainement dans quelques années. Je fais partie des carrières longues, donc je devrais partir normalement, puis j'ai fait 5 ans dans le corps des sapeurs-pompiers, donc je devrais partir à 61 ans. Je vais faire partie de ces privilégiés, donc très certainement je serai un vieil infirmier qui fera des vacations. Voilà. Pas d'inquiétude, Benjamin, il y aura une autre réforme des retraites, parce qu'il va falloir un peu équilibrer le truc qui n'a pas été fait cette fois-ci. Donc il faut plutôt compter 67 ans, ça va? Voilà. Alors, il est comme moi, il a l'avantage, pas de cheveux blancs, donc ça fera jeune infirmier finalement. Voilà, donc pas de sujet. Donc entre 67 et 87 ans, il y aura largement le temps pour continuer d'aider ainsi de suite. Alors, vous autres, pareil, est-ce que parmi vous quatre, il y a quelqu'un qui a envie de raconter une rencontre? Est-ce que en s'ennuyant à l'accueil dans un hôtel, un jour il y a une infirmière qui est passée, je ne sais pas, ou non, mais oui. Moi, je voudrais juste dire une chose. Alors, j'ai pas fait de rencontres particulières, mais ce qui m'a toujours intéressée durant les stages, j'avais le regard rivé vers les professionnels qui prenaient le temps d'expliquer, malgré la charge en soins. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Et je me suis toujours dit, c'est cette professionnelle-là que je veux être demain. Donc voilà. Pas mal. Et Marianne s'en souviendra sans doute, et Abdelali aussi, quand on a commencé à réfléchir au nom et un peu comment allait évoluer la fondation, la question du temps et la question du temps du soin et du soin du temps d'ailleurs a été très très présente. On vit de plus en plus longtemps, mais parfois on prend de moins en moins de temps avec les uns et les autres. On passe tellement de temps sur des portable co qu'on finit par oublier qu'il y a un être humain à côté, en face, ainsi de suite. Et on s'était dit justement le temps du soin, c'était un des éléments majeurs justement de se aimer soigner. Et qu'il y avait cet élément-là, et finalement, peut-être que derrière, il y a juste aimer les autres. Ce qui est pas mal aussi. Alors, Benjamin parlait du bien. Vassili Grossman disait, je me méfie des gens qui veulent du bien, je préfère ceux qui font de la bonté. Il y a quelque chose autour de ça. Ne serait-ce qu'à titre personnel, humainement, avoir un sens avec les autres, avoir un rapport avec les autres et prendre en effet ce temps, dire j'ai pas le temps, si tu vas avoir le temps mon petit coco parce que on a besoin de toi à cette seconde là quoi. Voilà, ça, je crois que c'est joli aussi que vous disiez ça et finalement c'est aussi une autre manière de passer sur des gens justement et de s'appuyer sur les personnes. Vous voyez, il y a des rencontres parce qu'on a discuté, parce qu'on a échangé, puis il y a des rencontres parce qu'on a vu faire les autres. Finalement, c'est aussi l'exemple, et souvent on prend aussi exemple, parfois on n'ose même pas en parler avec la personne, parfois elle n'a pas le temps d'ailleurs, mais n'empêche qu'on regarde, on se dit tiens, je préfère être comme ça que comme ça. C'est aussi beau d'avoir comme ça des exemples. Alors, on est toujours dans ce démarrage,
Et puis, je pourrais vous demander là, à vous tous les points. Si vous rencontrez des personnes, des amis ou pas des amis, qui vous demandent un peu votre métier, vous leur donnez quoi comme point positif? Parce qu'on commence par les points positifs. Inès, les copines, les copains, quand ils ont dit « Ah, t'as quitté là ». Ouais. Non, de votre métier à vous. De mon métier, ouais. Généralement, ils sont plutôt admiratifs. En sachant qu'ils se disent « Ah ouais, tu travailles avec les personnes âgées et tout, ça va, ça se passe bien, t'es courageuse ». Et ouais, c'est surtout de l'admiration que j'ai, en tout cas avec mon entourage à moi. Des fois de l'incompréhension aussi, parce que c'est vrai que peu de personnes, on va se le dire, aimeraient travailler avec des personnes âgées. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore et je ne comprends pas pourquoi on a tant d'appréhension à travailler avec la personne âgée. C'est pour ça que je suis contente d'être là aujourd'hui et de dire que même pour vous qui peut-être allez faire des stages en EHPAD, c'est vraiment très enrichissant la relation qu'on a avec les personnes âgées et qu'il faut en profiter et que ça peut être très intéressant pour vous et pour la suite de votre formation. Mais Inès, là aussi, il peut y avoir des rencontres avec des gens, y compris d'ailleurs très fragiles, très abîmés, avec lesquels il peut se passer quelque chose. Un échange, un regard, que sais-je. Oui, parce on a des résidents qui ont des grands vécus, donc des personnes qui étaient médecins, qui étaient infirmiers, comme nous aussi, des personnes qui ont vécu la guerre, qui nous racontent des horreurs parfois, mais qui ont du coup une autre vision de la vie. Et c'est intéressant, du coup, nous, en tant qu'infirmiers, de prendre du recul et de voir ce qu'eux ont vécu. Par exemple, j'ai un résident qui a été infirmier, mais à l'époque, en guerre, quoi. Et donc, c'était pas du tout le même métier que comme moi, je me dis infirmière dans mon petit EHPAD, et lui qui était infirmier, mais en pleine guerre, quoi. Ah, donc, encore une fois, des rencontres. Ouais. Il y a pareil, vous, complètement un autre secteur, mais qui est assez tendu quand même. Oui, le moment du réveil n'est pas le truc le plus... Il faut y penser, quoi. Il faut être là. Oui. Et voilà. Donc, quand vous parlez avec vos amis autres, ils vous disent, mais t'as pas peur, qu'est-ce que c'est? On me dit souvent, oui, c'est un secteur qui fait peur. L'anesthésie, la salle de réveil, le fait que j'étais aide-soignante, je suis devenue infirmière. Est-ce que c'est pas trop dur pour toi? Mais en fait, si on aime le métier, si on aime prendre soin des gens, ça va tout seul, en fait. Il n'y a pas d'eau. C'est pas mal, hein? Oui. Non, mais en fait, moi, j'ai toujours été dans le soin. Je me suis toujours la patiente devant moi. Je la considère comme ma mère. Donc, je fais les choses de A à Z. Voilà, c'est tout. En fait, j'essaie de faire au mieux. Joli. On va être crevé le soir à la fin. Hein? À la fin de la journée, ça doit être... Non, après, moi, je fais ça avec amour. Après, je fais pas ça... Voilà. Ok, aimer, la mer, amour. Avec ça, on est dans du lourd. On l'applaudit. Voilà, c'est quand même sympa. Hein, ouais. Après, il y a des points négatifs. Hein, on va y revenir après. Voilà. On va y revenir après. Il y a toujours des points négatifs, mais parlons aussi, on oublie souvent qu'il y a aussi plein de points positifs. Un peu pareil, vous, dès le début, il y avait quand même la question des enfants. Tout à fait. Alors, pour l'enfant, c'est pareil. L'enfant, il peut faire peur. Parce que prendre en charge l'enfant, ça nécessite une certaine approche, une certaine appétence, de la connaissance et surtout, l'enfant, il ne faut pas oublier les parents. On parlait de lien tout à l'heure. C'est vraiment triade quand on prend en charge l'enfant. Donc, on prend en charge l'enfant, mais l'accompagnement des parents est vraiment essentiel également. Donc, voilà. Je ne savais plus c'est quoi la question. Les points positifs. Les points positifs, écoutez, je trouve que c'est un métier gratifiant parce que, en général, quand on choisit de faire ce métier-là, c'est un métier, on y a longtemps réfléchi quand même. Je pense que on n'est pas là par hasard. On n'est pas là par hasard et que la reconnaissance, on en a beaucoup de la part des patients, des familles. On en a aussi autrement,
l'institution, l'encadrement. Donc voilà. C'est bien de le dire. Hugo, alors, sans réagir nécessairement sur la dernière phrase. Sur l'encadrement. Oui. Alors, le point positif pour moi, moi en Euro, c'est que nous, on a de tout. On a des personnes âgées de l'EHPAD, on a des jeunes de 20 ans qui ont des maladies chroniques, qui vont vivre 60 ans avec une sclérose en plaques, avec de l'épilepsie. Et du coup, c'est cette polyvalence-là où on peut, en plus du service d'hospitalisation où on a ces patients-là, nous, en neurologie, on peut faire même plus qu'un infirmier d'aller au lit des patients. On peut faire des consultations, on peut faire de l'éducation aux patients, il y a une polyvalence qui est énorme. Ça, c'est le point positif de mon poste actuel. Après, il y a d'autres services où ça sera peut-être différent, mais là, actuellement, c'est ça. Et les points positifs au niveau de l'entourage, alors l'entourage très proche, il reconnaît énormément les métiers d'infirmier. Il y a un entourage un peu lointain qui, c'est à l'inverse. L'effet d'être infirmier, de ne pas avoir les vacances comme tout le monde, de ne pas avoir les horaires de tout le monde, ça, il les voit un peu plus négativement. Ça, c'est chez moi, par exemple, ma famille ou mes amis proches, ça, de ne pas avoir de vacances pour Noël, ça, ils le voient magnifique, que je sois la journée des 25, que je sois à l'hôpital. Mes amis, un peu, qu'on se voit une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, c'est l'inverse. Pourquoi je ne suis pas disponible? D'accord. Donc là, il faut choisir ses amis en fonction de leur rapport aux vacances, quoi. Ouais, ouais. Alors, le problème, Hugo, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent aux vacances qu'à l'inverse. Donc après, il faut trouver vraiment des vrais amis, quoi. Voilà, mais... C'est pour ça. Là, maintenant, moi, je viens d'Espagne et j'y vais peu au restaurant avec certaines personnes parce que comme en France, on mange à 20h. Nous, on finit à 19h et j'arrive pas forcément avant 21h30 à leur restaurant. Alors, finalement, le restaurant, il n'est jamais là. D'accord. Bon, je vous donnerai des adresses. Hein. Il y a des restos super bons à 22h30. Voilà, il n'y a pas de... Ouais. Non, mais c'est pas cool quand même. Alors, ce que vous avez tous dit, c'est... Enfin, pour beaucoup, c'est... On n'arrive pas là par hasard. Là, dans la salle, combien d'entre vous êtes là par hasard? Personne. Si, il y en a, j'ai un nom. On dénonce pas les camarades. Hein. Et globalement, vous avez tous la conviction d'avoir choisi. Oui? Eh ben, c'est super. Bon, on garde ça. Abdelali, on applaudit. Je passe le micro au grand témoin. Abdelali, t'as entendu, tu écoutais avec beaucoup de passion. Et le dernier mot, c'était hasard. L'autre mot avant, c'était rencontre. Rien qu'avec ça, tu peux nous dire quelque chose, en quelques mots. J'ai surtout entendu amour. C'est Fadila qui le disait. Je pense que nous, en fait, on travaille beaucoup avec amour parce qu'il y a une réalité au quotidien. La prise en charge des patients, elle est complexe, les familles, mais aussi l'entourage. Et je crois que c'est surtout de l'amour. Et j'ai entendu de la part de confrères et de consoeurs avec beaucoup de pudeur. Souvent, l'amour, on le dit peu, on l'exprime surtout dans la prise en charge et surtout au lit du patient. Moi, j'ai pas fait ce métier à la base d'infirmier que j'ai commencé pour un salaire. Je l'ai surtout fait parce que j'étais conscient que je pouvais apporter quelque chose. Et je crois que ça passe par là. Donc, y a tellement de choses à dire. Moi, j'ai pas de bac, pas de brevet des collèges. Donc, c'est Vincent Houlier, un cadre de santé comme certains qui sont autour de la table, qui m'a tendu la main pour passer un stage de 2 semaines. Finalement, ça s'est terminé en 7 ans. Je suis resté auxiliaire de vie et ASH, donc à l'hôpital. Après, j'ai travaillé à la morgue, j'ai fait brancardier, j'ai fait plein de petits boulots à l'hôpital. C'est ce qui m'a permis en 2007 de devenir infirmier et de pouvoir après passer le concours. Alors, j'avais notamment pas le bac. Donc, c'était une complexité parce qu'à ce moment-là, c'était le bac et pas du tout le Parcoursup comme aujourd'hui. Et la directrice d'un établissement, avec le concours et le soutien de Vincent qui a été super, Madame Souleymane, d'ailleurs j'ai appelé mon fils Souleymane comme ça, elle m'a donné l'opportunité de passer le concours. J'ai passé le concours que j'ai eu et là je suis rentré à l'école. Et la réalité c'est que je me suis senti différent parce que à l'école, quand vous êtes au collège ou en primaire, et que vous êtes, je sais pas, avec des notes de 3 à 4, et moi j'ai redoublé 2 fois, je me suis retrouvé dans la même classe que mon petit frère en 5e. Bon bref, je suis arrivé en 4e aide soutien, en 3e insertion, bref, ils m'ont mis là où il fallait pas. Et finalement, je pense que la succession de rencontres a été pour moi déterminante. Et ça a été
éminemment important pour moi, les rencontres. Et puis, c'est ce qui m'a permis, en fait, de devenir infirmier, ce que je suis et toujours, parce que même si je ne fais plus, je n'exerce plus en tant qu'infirmier en tant que tel, je travaille différemment aujourd'hui, c'est que je suis habité par le truc. Je pense qu'en réalité, il y a quelque chose qui, finalement, nous lie tous. On est tous habités par ce métier. On est habités par le fait d'accompagner les familles. Le collègue qui parle d'une clinique, en réalité, c'est pas un établissement qui dirige. C'est des hommes et des femmes qui, tous les jours, se lèvent pour accompagner un certain nombre de gens. Donc, voilà, pour moi, je pense que le métier en lui-même, il a aussi une multitude d'opportunités qui s'ouvrent à nous, sur lesquelles on peut aller voir. Moi, je sais que je suis complètement intimement convaincu que je reviendrai au métier en tant que tel, en tant qu'infirmier pour exercer. Puis après ça, je suis devenu infirmier et bon, j'ai travaillé dans plein de services, chirurgie cardiaque pédiatrique, j'ai travaillé en réa, etc., etc. Et c'était passionnant. La réalité, c'est qu'il y a une charge mentale et une charge physique sur lesquelles nous, en tant qu'infirmiers, on n'est pas prêts finalement. Dans le métier, dans les études, on nous prend, il y a beaucoup de théories et en réalité, je pense que le métier d'infirmier en lui-même, c'est beaucoup d'abord de soi-même. Ce que nous sommes et ce que nous vivons dans notre quotidien, parce que quand tu poses ta blouse à la maison, il y a une réalité qui te retrouve, tes problèmes, ton loyer, tes enfants, la famille, etc. Et puis aussi, je pense que il faut continuer à espérer, parce que c'est aussi ça notre travail, c'est continuer à espérer, continuer à agir, continuer à faire en sorte d'accompagner au minimum et un maximum sur tous les patients. Et puis aussi continuer à les aimer. Je pense que moi, un jour, j'ai été très marqué par une rencontre qui m'a dit, écoute, ouais, la dévotion, c'est pas ça en fait le métier d'infirmier. Si, moi, je suis dans la dévotion aussi. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de m'exprimer auprès des patients. Alors ça paraît un peu spirituel, ça paraît un peu au-delà des choses, mais je crois que le métier d'infirmier, c'est aussi une dimension immatérielle qui nous touche et qu'on doit continuer à préserver dans ce monde, parce qu'il y a une réalité aujourd'hui. Quand on sort d'ici, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui nous marquent. La société comment elle est, la crispation. Et le métier d'infirmier, je crois que le métier de soignant doit être celui aujourd'hui qui continue à préserver cette dimension immatérielle. Et je crois en ce métier, je crois aussi au fait que chacun d'entre nous individuellement, on a une capacité de transformer la société positivement. Et ça, souvent, on l'oublie. Parce que, en fait, on est cantonné à être des infirmiers avec une blouse. Non, vous n'êtes pas que des infirmiers avec une blouse. Vous avez une priorité où là, d'autres ne sont pas, et vous êtes, pour nous, et pour la société, pour nous, hyper essentiel et important. Et je crois aussi que souvent, on l'oublie, et ça, c'est important de continuer à le préserver. Donc oui, voilà, j'ai d'autres choses, mais effectivement... C'est pas mal, là, déjà. Ouais. Voilà, on l'applaudit. Merci. Je te redemanderai de reprendre la parole, mais... Et ce qui a été dit de manière très forte, c'est que bien sûr qu'il y a de la technique, mais le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est l'être humain, et le sujet, c'est... Oui, on pourrait parler de spiritualité, au sens très très large. Voilà. Et il y a une spiritualité du soin, une spiritualité de la rencontre avec l'autre. Il faut relire ou lire La peste d'Albert Camus, où tout est dit. Le docteur Rieu, à un moment, il dit je le fais parce qu'il faut le faire, quoi. Je suis là parce qu'il y a besoin. Et finalement, c'est tout, d'une certaine manière. Mais être là, c'est absolument central. Alors, on a beaucoup tourné autour de plein de sujets. Et justement, quand même, cette histoire de... Abdelali a parlé d'amour, vous en avez parlé aussi. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite. Alors, le gros mot, c'est... Alors, cette histoire de vocation, ça existe ou pas? Hugo, il y a une vocation? Alors. Est-ce qu'il y en a une au début qu'on perd ou inversement? Moi, je pense qu'il y a une vocation de soigner. Il n'y a pas une vocation d'être infirmier. Après, on finit infirmier parce que les parcours d'études, les parcours aussi, les possibilités qui s'ouvrent à nous. On peut faire 10 ans d'études pour être médecin, on peut faire 3 ans d'études, 2 pour être, ou 1 pour être soignante, mais de soigner des gens ou de soigner quelqu'un ou un animal, ça, c'est une vocation. Après, être infirmier spécifiquement, c'est une partie de cette vocation-là de soigner des gens. D'accord, c'est une des réponses à la vocation. Ouais. Mais il y a une vocation, pour vous, il y a une vocation du soin. Oui, c'est ça. D'aider les gens. Après, ça peut être dans les soins techniques, dans les soins spirituels ou psychologiques. Mais c'est aider les gens et être disponible pour et faire du bien aux gens. D'accord. Fadila, vous y retrouvez? Moi, en tant qu'aide-soignante, comment dire,
pardon. Non, mais En on a tant le temps. qu'aide-soignante, on accompagne les personnes. Du coup, on est dans le soin. On aide les gens. Donc, la continuité en tant qu'infirmière, en fait, pour moi, c'est pas le métier, en fait, la vocation. C'est la personne, si relationnellement, elle est bien avec les gens, elle veut le bien pour les gens, ben, ça va tout seul, en fait. C'est là où ça se C'est pas passe. le métier, en fait, en soi. C'est ça que je veux dire. C'est la relation. C'est la relation. Mais le terme, il est très beau aussi, hein, Oui. notion de relation. Je rappelle qu'on est tous des êtres humains et donc des êtres sociaux. On a finalement tout ça, c'est besoin d'être avec les l'humanité. autres. Comment? L'humanité, en fait. C'est ça. Carrément, on augmente. Hein. Bah, bien sûr. Ouais, mais très bien. Le métier d'infirmière, c'est. Ou Un être métier soignante. d'humanité, Moi, je dénigre pas être soignante, ni infirmière, ni quoi que ce soit. C'est pareil pour moi. Si on est humaine, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. D'accord. Donc, les valeurs, l'humanité, Voilà, tout à fait. au grand sens. Mais il n'y a pas de vocation, en fait. Je sais pas. J'aurais pu bien faire autre chose. Hein. Je sais pas. Moi, ma petite sœur, elle est bien orthoptiste. Elle a la relation avec des patients, pareil. Et c'est pareil. Ouais, quoi. c'est un autre métier du soin. C'est un autre métier. Ouais, mais c'est toujours dans ce grand domaine. Ouais. Oui, tout à fait. D'accord. C'est dans le soin. On reste dans le soin. Soigner. D'accord. Benjamin, pareil. Vocation, quelle vocation, pas de vocation? Humanité, amour. Moi, je pense que c'est une vraie vocation, mais je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Fadila et ce qu'a dit Abdelhadi. Il parle de la dimension spirituelle et Fadila disait je soigne les patients comme si c'était ma mère. Alors il s'avère que moi j'ai perdu la mienne il y a un peu moins de 2 mois. Et là, quand on est confronté à ça, on se rend compte de la puissance de notre métier, donc cette puissance entre guillemets bénéfique. Hein. Et moi j'ai eu la chance de faire un deuil... je pense plutôt correct, ma famille aussi, parce qu'elle a été soignée par des amis médecins. Donc moi, j'exerce dans le pôle de l'Ozeré, hein, c'est un pôle médical, il n'y a que des cliniques. Et un de mes médecins, je vais lui rendre hommage d'ailleurs, qui est un ami, Dr Al-Rama, c'était lui son médecin, donc il était suivi en oncologie, parce qu'il travaille aussi en oncologie, en plus de travailler dans ma clinique. Et j'ai vu la bienveillance, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le 95, donc il y avait beaucoup d'infirmières vacataires qui étaient des gens qui avaient travaillé avec moi quand j'étais chez Clinéa, Orpea. J'ai vu mes infirmières qui faisaient des vacs en face, et j'ai vu cette bienveillance, et je vous assure, quand on perd un être proche, avoir des vrais soignants qui sont animés par cette vraie vocation, eh bien, ça vous permet de vraiment faire le deuil. Parce que ma mère, elle a fait aussi un AVC, elle a été soignée dans le plus grand anonymat, dans des établissements, le temps de la rapatrier là où je travaillais, dans le plus grand anonymat, et j'ai malheureusement été spectateur d'infirmières qui, selon moi, n'avaient pas cette vocation. Tout à l'heure, je disais, c'est un métier merveilleux dans lequel on peut faire vraiment du bien. Et il y a peut-être des gens qui l'oublient. On peut, je pense, faire ce métier, non pas par vocation, mais tout à l'heure, tu parlais d'humanité. Moi, je pense que l'humanité, c'est ce qu'il y a de plus important. Et on doit faire sienne la souffrance des autres. Et alors, peut-être que je suis dans l'exagération, mais pour moi, c'est un métier merveilleusement noble. Et j'encourage celles et ceux, parce que j'ai été étudiant, vous le savez, et j'ai une promotion de 99, on a été moins de 60 à être diplômés. Donc vraiment, à celles ou ceux qui ont à un moment donné envie de flancher, vous allez passer à côté de quelque chose de fantastique. Parce que moi, j'ai gardé contact avec ces fameux étudiants qui ont lâché entre-temps, et je vous assure que ne pas aller jusqu'au bout de quelque chose, surtout ce métier-là qui n'est pas n'importe quel métier, vraiment cette dimension spirituelle... C'est évident, mais j'y ai jamais vraiment pensé. Et je pense que c'est pas n'importe quel métier. Voilà, tout comme médecin, hein, c'est pas n'importe quel métier. Et l'infirmière, sa puissance auprès du patient, elle est plus importante parce que le médecin, il prend pas le temps, il ne peut pas le prendre. Nous non plus, malheureusement, à cause des sous-effectifs. Mais moi, je sais que je suis pas quelqu'un de forcément très patient. Je suis un peu fougueux, je suis méditerranéen. Et devant un patient, j'ai toujours été immensément patient. Voilà, je suis un autre homme devant un patient. Et c'est pour ça que je le disais, Abdelhadi aussi, hein, qui est sur d'autres horizons. Parce son parcours, c'est qu'il n'en a que brièvement parlé. Mais c'est vrai que ce métier, moi, me manque réellement. Donc je n'ai plus le droit de l'exercer parce qu'on a des clauses de non-concurrence dans nos contrats. Mais je rêverais de faire au moins 2-3 vacations par mois pour retrouver ce contact. Voilà. Donc je le fais par procuration parce que les patients viennent vous voir, vous allez les voir parce qu'il y a une problématique. Voilà. Donc vraiment, à ceux et celles qui seraient parfois tentés de baisser les bras, je sais qu'à mon époque, c'était bien plus contraignant qu'aujourd'hui. Hein. On avait les fameux MSP.
Donc vous aviez une épée de Damoclès où tout votre parcours était remis en cause lors d'un stage. Donc si ça se passait mal, ben voilà, ça c'est vraiment pour les vieux infirmiers, mais voilà. Il y a de belles choses qui vous attendent derrière, et là vous voyez, il y a de la neuro, il y a de la néonate, il y a de la gériatrie, il y a de la salle de réveil. Donc même si vous avez un stage qui ne vous plaît pas, c'est pas le métier qui vous plaît pas. Je pense que ce métier ne peut pas plaire à quelqu'un. Voilà. Par contre, ça peut être la discipline. Voilà. Par exemple, moi j'étais sapeur-pompier, l'AREA, c'est pas quelque chose qui me plaît. Pourtant, j'étais formé à l'AREA. Je serais plus attiré par la gériatrie, ce contact, ou la psychiatrie. Voilà. Parce que soigner l'âme, il y a soigner le corps, il y a soigner beaucoup de choses dans notre métier. Merci beaucoup. Du coup, Benjamin, d'un coup, a fait sauter quelques étapes, mais on pourrait poser aussi ces questions à vous toutes et à vous tous. C'est vrai que quand on parle de ces métiers-là, souvent on évoque le fait que pendant la formation, beaucoup de personnes abandonnent. Le terme abandon, d'ailleurs, est un terme fort. Hein. Et puis qu'aussi, dans les années qui suivent, beaucoup de personnes assez vite arrêtent de pratiquer ce métier. Comment vous expliquez cela et comment on pourrait contrecarrer cette double mauvaise dynamique? Alors là, bon, il y en a un qui se lance. Hugo, il dit, je vais dire des trucs, non, je vais attendre un peu. Sabrina, elle a plein d'idées. Je sais pas. Moi, personnellement, au fond de moi, je n'ai aucune explication parce que dans ma formation à moi, en Espagne, sur 100 personnes qui ont commencé, même s'il y a des gens qui ont redoublé, il n'y a pas eu d'abandon. Parce que peut-être que le choix à l'avance, avant de rentrer à l'école, il avait déjà été fait mieux. Et la personne, elle savait déjà, on l'a expliqué, ou elle avait compris la dureté de la formation et qu'est-ce qui engendre être infirmier derrière. Parce que nous, en Espagne, par exemple, quand on est infirmier et on finit l'école infirmière, on va être remplaçant pendant quelques temps et on aura une obligation de travailler, sinon on est sanctionné. Et du coup, cette dureté de la formation, on sait qu'à 30 ans, on pourrait avoir un poste fixe, mais pendant quelques années, on va être soumis à remplacer, aller dans tous les services, n'importe quel moment, et être disponible à 8 h du matin pour aller travailler. Du coup, les gens, ils savaient à l'avance qu'ils se mettaient, ils partaient sur une formation de 3 ans, mais pour une vie entière, avec des difficultés. Du coup, ça se passait mieux, je pense. Ouais, après, en France, je pense que c'est aussi ça, on voit la profession infirmière, on la voit avec beaucoup de liberté après, et quand on rentre dans la formation, on commence à mettre des choses, être dur dans la formation, c'est plus compliqué. C'est supporter d'aller dans un stage, de se réveiller à 7 h du matin, faire 12 heures, de voir des vomissements, des selles, du sang, des choses comme ça, on ne l'avait pas vu à l'avance. D'accord. Donc première réponse, être mieux préparé dans le choix. Et deuxième réponse, vérifier que la personne est capable de se lever tôt. Et qu'elle a besoin... Actuellement, c'est important. Ouais. Si elle a besoin de 16 heures de sommeil par jour, c'est sûr qu'il faut changer de job, quoi. Ouais. Alors moi, je suis assez d'accord. C'était ma première idée sur la représentation du métier, finalement. Comment l'étudiant, finalement, qui commence sa formation, se représente le métier. Voilà. Le contexte actuel, qui peut aussi faire peur. Et juste une chose sur le métier, le poids des responsabilités. Peut-être aussi. Voilà, c'est des petites pistes comme ça qui me viennent. C'est vrai qu'on peut se retrouver seul dans des situations extrêmement difficiles. Le médecin n'est pas là à ce moment-là et ainsi de suite. Il faut agir. C'est vrai qu'il y a une responsabilité énorme quand même. Oui. C'est vrai qu'il y a une responsabilité énorme. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'infirmier. Moi, je voudrais aussi insister sur le travail d'équipe, le travail pluridisciplinaire. Alors, on en a un peu parlé, mais cette cohésion qui fait que dans la complexité, dans les moments où la charge en soins est importante, en fait, la cohésion d'équipe, elle est super importante à ce moment-là aussi. Et je reviendrai aussi sur, parce que ce sont des choses qui m'ont marqué, notamment la fin de vie, connue au sein de l'expérience, ou l'annonce de handicap, et effectivement le positionnement, toujours la façon dont on accompagne l'annonce.
c'est essentiel, mais derrière, effectivement, ce travail d'équipe, il est important. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on continue. Toujours sur cette notion-là. Oui. Pourquoi, comment? Il y a des étudiants aussi, des fois, qui se retrouvent en stage. Et il y a des soignants, malheureusement, qui ne leur donnent pas envie de faire ce métier. Et c'est vrai, hein, c'est... Alors, pour ça, moi, je pense que c'est aussi... il y a des infirmiers qui ne veulent pas être responsables à certains moments. Et déjà, par exemple, la responsabilité d'encadrer un élève, ils ne veulent pas l'assumer. C'est aussi ça. Ils veulent être responsables des minimums des tâches quand on parle de responsabilité. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'infirmiers qui changent de service régulièrement. Parce qu'une fois que ça fait 2-3 ans qu'on est dans le même service, on est plus qu'un infirmier. On est responsable de l'encadrement des nouveaux arrivés infirmiers. Et du coup, cette responsabilité-là, c'est celle qui est plus gratifiante que donner des comprimés à un patient. Mais il faut savoir l'assumer, il faut vouloir l'assumer. Tout le monde n'est pas fait pour ça non plus. Non, c'est pas qu'ils ne sont pas faits, c'est que je pense qu'on n'en parle pas forcément dans la formation, on n'insiste pas sur ça. En disant, il y aura des choses où tu vas être responsable, tu vas être mieux reconnu, et peut-être qu'il faut négliger des choses, des soins basiques, par exemple la préparation des médicaments, surveillance des constantes, parce que tu vas assumer d'autres responsabilités à ce moment-là. Alors que les familles, s'il y a un problème, ils vont venir contacter cet infirmier-là qui a une expérience et qui, quand il répond aux questions, il sait qu'est-ce qu'il va répondre aux questions. Ça prend du temps dans sa journée de travail que les infirmiers qui ont 3 mois de diplôme, ils ne sauront pas. Bien sûr. Et ces responsabilités, comme l'encadrement, il faut savoir l'assumer, il faut vouloir l'assumer. Benjamin, vous vouliez réagir? Oui. Alors moi, ça va faire bientôt 16 ans que j'occupe des fonctions de directeur d'établissement et j'ai toujours mis un point d'honneur à aller me présenter aux étudiants infirmiers. J'ai toujours mis un point d'honneur, parce que j'oublie pas d'où je viens, j'ai toujours mis un point d'honneur à chaque fois à bien mettre en avant auprès de nos cadres de santé, aux directeurs des soins, l'importance de l'accueil des étudiants infirmiers. Parce qu'il y en a beaucoup qui, à mon avis, renoncent à ce métier parce qu'ils sont accueillis dans des conditions dégueulasses, ou alors ils suppléent le manque d'infirmiers, pas d'encadrement. Voilà. Donc moi, très clairement, dans mon établissement, on a identifié des personnes qui n'encadrent pas les étudiants, parce que d'une, elles manifestent qu'elles ne veulent pas le faire, et elles le faisaient très très mal. Donc c'est aussi à nous, tout à l'heure on parlait de l'importance des rencontres, c'est à nous de vous donner l'envie, et on se doit, c'est une obligation morale, une obligation professionnelle, même légale, de vous accueillir décemment. Et ça fait 1 an et demi que je dirige la nouvelle clinique dans laquelle je suis, au sein du groupe Clariane. Et en 1 an et demi, on a déjà 2 CDI qui ont été signés, donc d'étudiants infirmiers qui ont eu leur diplôme, et on a, je crois, 2 ou 3 vacataires en plus qui viennent. Voilà. Donc en plus, c'est du gagnant-gagnant. On se plaint de ne pas avoir d'effectifs infirmiers, mais quand ils ont eu un stage catastrophique, on les a pris pour des moins que rien. Ils n'ont rien appris. On n'a pas pris le temps de transmettre. Et bien, faut après pas s'étonner qu'on soit pas attractif. Inès, vous voulez dire quelque chose? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord, et aussi le fait que des fois dans notre parcours on choisit pas forcément nos stages, c'est-à-dire que des fois on va faire des stages qui nous plaisent pas et du coup on va moins être stimulé, etc. Enfin ça va pas nous plaire tout simplement, et il faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut se dire que le métier d'infirmier c'est tellement vague, on peut faire tellement de choses, que c'est pas parce que ce stage vous plaît pas qu'il faut que vous arrêtiez et que vous dites non, c'est pas fait pour moi ce métier. C'est qu'il faut juste se dire bon bah ce service-là ne m'intéresse pas, mais il faut regarder et voir un service qui sera mieux pour vous, tout simplement. Merci beaucoup. Et Adèle Ali, de manière très courte, pareil, là, ce qu'on a entendu, et en particulier sur l'aspect des gens, problème de management, problème de gens qui vont abandonner avant la fin, ainsi de suite. Toi, ta réaction? Et qu'est-ce que... On a eu un petit peu des pistes quand même, qui ont été un petit peu données sur la formation, sur tout ça. On a certainement à nous donner. Moi, j'estime que j'ai plutôt intégré dans mon cerveau certains mots négatifs en transformation positive, c'est-à-dire que pour moi, l'abandon, il n'est pas initié comme quelque chose de négatif, c'est aussi peut-être la mauvaise période, le mauvais moment, le mauvais instant. Pourquoi ? Parce que l'abandon, souvent, il est lié aussi à un moment de perte de courage. Et je crois qu'en fait, on a tous nos difficultés qui nous amènent à un moment donné à pas finir ou pas aller au bout de quelque chose. C'est plutôt
c'est le début de quelque chose plutôt que la fin de quelque chose, l'abandon. Et puis après, d'autres pistes, en tout cas moi, que j'ai estimé qui m'ont réussi, c'est je pense qu'il ne faut pas du tout hésiter à challenger un peu le projet. Tu vois, souvent on arrive, on est étudiant infirmier, en fait on va faire ci, on pense qu'on va finir comme ça. Et je crois que le métier en lui-même, si on a envie de faire des choses, c'est, je pense, sortir de sa zone de confort. Chose que souvent quand on reste, surtout en psychiatrie par exemple, on va rester 20, 30 ans, il y en a qui restent 40 ans en psychiatrie, et c'est parce que c'est une forme de confort. Et je crois que il faut aussi pas hésiter à faire d'autres expériences au bout de 3 ans, aller à un autre service, aller à la rencontre d'un service plus technique, moins peut-être, ou parfois même plus administratif, parce qu'il y a des infirmiers par exemple que j'ai rencontrés dans mon travail en néphro qui faisaient de la recherche scientifique, des infirmières en recherche scientifique, qui sont probablement moins vues mais qui sont aussi tout aussi importantes. Et puis après, je crois aussi à la dimension clairement de la cohorte, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ensemble, on puisse aussi se parler, se dire des choses. Parfois, moi, j'ai vu dans le métier des espèces de camps entre les uns et les autres, l'équipe 1 contre l'équipe 2. Moi, j'ai jamais compris ça. L'avantage d'avoir été ASH pendant très longtemps, souvent très peu invité au pot de départ, d'ailleurs, les ASH, j'étais jamais invité. Bon, je ne sais pas si c'est maintenant elles le sont, mais c'est toujours d'avoir en fait un esprit où tu dézoomes, c'est-à-dire que tu regardes les choses un peu de 360. Tu regardes pas les choses frontalement. Et moi, j'ai pas hésité, même dans mon métier, à dire je sais pas faire un calcul de dose. Je sais pas faire. Voilà. Par contre, je demande à mes collègues. Parce que souvent dans le métier, on n'ose pas dire nos faiblesses. On dit que nos forces. On dit pas oh, tiens, je sais pas faire un calcul de dose. Je vais me tromper sur la noradrée. Je vais me dire. Justement, c'est parce que tu n'auras pas dit que tu vas te tromper que tu vas créer un danger. Donc, exprime-toi et aussi, surtout, je pense, dire qu'on a des faiblesses, c'est surtout renforcer ses forces et continuer à construire des choses. Donc, voilà, il va y avoir des questions. Alors, voilà. Alors, j'aimerais bien là juste, il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont envie de réagir ? Et des questions. Est-ce que vous avez des questions ? Profitez-en, vous avez des professionnels. Bonjour, messieurs, dames. Moi, j'ai une question. Chut, s'il vous plaît. Par rapport à la discussion qui s'est passée tout à l'heure entre Guillaume et la dame qui est en blouse blanche, par rapport à la vocation, moi, je ne comprends pas comment on peut faire ce métier sans avoir la vocation. Tellement que le métier nous lie avec l'être humain, tel que les valeurs qu'on a parlé par l'humanité et on entre dans l'intimité du patient, on est très proche du patient, même que ses proches. Comment on peut faire ce genre de métier sans vocation ? Moi, ça m'a perturbé. Et bon, ça va être un peu paradoxe. C'est ce que j'ai entendu un jour à travers mes stages. 2 infirmières qui se parlaient. Bon, ils ne savaient pas que j'étais en train de les écouter. Attendez. Levez-vous, s'il vous plaît. J'aurais dû vous le demander dès le début. L'une lui a demandé pourquoi tu fais ce métier. Bon, j'allais dans une discussion pour ne pas aller trop loin sur ma contribution. Il a dit que non, je le fais juste parce que c'est un métier qui chôme pas. Et ça m'a un peu cliqué dans l'esprit. Donc, le problème de vocation reste encore, en tout cas, donne encore de l'appétit pour parler que on n'est pas encore centré bien sur la vocation ou la préférence parce que je vais être à l'abri du chômage. Bon, ça me perturbe souvent. D'accord. Je vois le métier tellement beau de ne pas l'aimer en fait. Ouais. Vous, c'est le mot vocation. Et vous avez utilisé un joli terme aussi, appétit. C'est pas mal, avoir de l'appétit pour les choses, pour faire des choses. Est-ce qu'il y a une question ? Ouais. Il y a une question là ? Bonjour, merci encore. Je m'appelle Georges, je suis en première année et j'avais pas vraiment de questions, mais une réaction alors. Mais je vais partager mon expérience. Je suis ambulancier de métier et j'ai passé il y a pas longtemps, j'ai mon diplôme aide-soignant et je rejoins les personnes qui ont parlé de la vocation et que j'appuie encore. Oui, c'est pour moi une vocation. C'est je rejoins la dame qui disait l'humanité, un partage et c'est nos voilà. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup.
Moi, j'aurais une question pour vous, monsieur Benjamin, à côté. Vous étiez infirmier et vous êtes passé à des métiers au-dessus. Ça n'a pas été compliqué pour l'insertion, le fait de commencer, on va dire bas entre guillemets, même si on se comprend. Voilà. Excellente question. Alors, je présume que vous allez réagir en disant c'est pas une question d'être au-dessus. On est d'accord. Mais n'empêche que c'est vrai que c'est pas évident. Pareil, il faut travailler, ça tombe pas comme ça. Et puis il y a aussi, sans doute dans votre question, il y a aussi le regard des autres. Est-ce que c'est normal? Alors t'étais là, c'est pas du tout les mêmes responsabilités. Alors oui, effectivement, c'est pas un métier qui est au-dessus. Et quand vous êtes directeur d'établissement, vous vous rendez compte à quel point, parce que c'est marrant ce que tu disais, parce que c'est vrai que moi j'étais choqué de voir que les ASH étaient souvent des gens qui étaient complètement invisibles. Moi, ma mère était ASH. Donc j'ai aussi, pour moi, toutes mes ASH, c'est un peu mes mamans. Donc il y a réellement, dans nos établissements, c'est des maillons. Il n'y a pas un maillon qui est plus fort que de l'autre. Parce que si j'ai pas de médecin, on ne peut pas soigner les patients. Si j'ai pas d'infirmière, on ne peut pas soigner des gens. Si j'ai pas d'ASH, la clinique, elle fermera. Par contre, s'il n'y a pas de directeur, ça fonctionne toujours. Donc finalement, le maillon le moins essentiel, c'est le nôtre. Alors après, moi, ça s'est fait naturellement. J'ai vraiment une carrière qui n'a jamais été pensée. C'est au gré des rencontres. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré Ménad Naït-Sider. Je crois reconnaître Monsieur Boisdanguin, qui est au fond, je ne sais pas s'il se souvient de moi. Et donc, c'est cette rencontre qui a fait que j'ai eu envie de passer ce Master 2. Donc, c'était un Master qui était orienté vers les métiers de la direction d'établissement. Voilà, finalement, j'étais moi-même directeur sans le diplôme parce que j'avais créé cette structure de soins à domicile. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait au gré des envies, mais c'était franchement pas pour fuir, ni pour une ascension sociale. Il n'y a pas d'ascension sociale dans nos métiers. Réellement, un directeur qui se croit au-dessus des autres, c'est un directeur qui est voué à l'échec. Un médecin qui se croit au-dessus des infirmières, c'est un médecin qui va perdre son service. Une infirmière qui se croit au-dessus d'une aide-soignante, c'est une infirmière qui fera mal son travail. Voilà, on est tous importants. Donc, si vous voulez parler d'évolution, moi je pense qu'il faut que les aides-soignantes se battent, enfin que les ASH, que les aides-soignantes se battent pour les ASH pour qu'elles puissent évoluer via la validation des acquis, que les infirmières acceptent aussi de déléguer certains, enfin qu'elles acceptent, parce que là aujourd'hui l'ordre infirmier freine des cas de fer quand on veut faire évoluer les aides-soignantes vers des métiers, enfin vers des fonctions, vers un rôle propre différent, parce qu'il n'y a pas de rôle propre aide-soignant aujourd'hui. Les médecins, l'ordre des médecins freine des cas de fer pour la délégation de certains soins. Aujourd'hui, on peut déléguer des soins médicaux aux infirmières, il faut passer par l'ARS, ou comme on le disait tout à l'heure, les infirmières en pratique avancée. Voilà, donc moi, mon parcours, il est le mien parce que c'est au gré des rencontres. J'étais chef d'une entreprise et puis j'étais quasiment plus infirmier, même si je continue à soigner des gens. Et puis ça s'est fait comme ça. Et voilà, mais c'est franchement pas un parcours pensé. Et vraiment, si vous voulez plus tard être directeur d'établissement, vous verrez que non, je vais parler au nom de Clariane. Aujourd'hui, on a énormément de difficultés à trouver des directeurs, aussi bien en EHPAD qu'en clinique. Donc aujourd'hui, des directeurs infirmiers, en règle générale, c'est des directeurs qui ont une acuité qui est quand même différente d'un directeur administratif, mais vraiment faites ce métier le plus possible pour bien cerner toutes ces dimensions. Nathalie voulait intervenir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Est-ce que ça apporte quelque chose à vos étudiants? Écoutez, cette rencontre est toujours enrichissante. Après, on verra sur le long terme. Effectivement, on a vu quelques anciens étudiants parmi la table ronde, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis, peut-être qu'un jour, effectivement, vous serez vous-même à la place d'une table ronde pour transmettre tous les bienfaits, tout ce qu'il y a de bien dans notre métier, tout ce qu'il y a de positif, comme vous l'avez si bien dit. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui. Donc moi, je voudrais rebondir puisque effectivement, donc je suis la coordinatrice des enseignements cliniques, donc directement concernée par les stages. Donc merci pour vos témoignages sur les stages. Merci aussi parce qu'effectivement, je n'arrête pas de leur répéter que notre métier, comme vous dites, c'est du 360. Et effectivement, c'est pas uniquement dans des milieux hospitaliers. Il y a aussi tout un tas d'autres structures. Et c'est pour ça que dans vos parcours de stage, vous avez des stages complètement différenciés. Alors la problématique, c'est faut trouver les places. Ça, effectivement. Et je rebondis, effectivement, quand un stage ne vous plaît pas, il y a toujours du positif à en retirer. Ce que vous y aurez appris, vous allez pouvoir
le retransmettre. Et croyez-moi, j'ai aussi un parcours complètement chaotique, hein, puisque bon, je suis spécialisée, mais j'ai fait de l'humanitaire, j'ai fait du domicile. Et franchement, là, vous voyez, je suis côté formation, donc c'est une jolie fin de carrière, je boucle la boucle. Et franchement, nos métiers, il faut s'accrocher. Les abandons, c'est pas pour rien qu'on vous dit venez nous en parler. Souvent, on arrive à débloquer. Et effectivement, vous avez raison. Pour certains, les abandons, c'est le début d'autre chose. Mais surtout, cette profession, il faut vraiment l'aimer. Il faut être bienveillant envers les patients, envers vos collègues, et soyez aussi bienveillant envers vous-même. On l'applaudit, Sabrina. J'avais juste une dernière chose à dire. Je repars de la bienveillance, du prendre soin, et notamment de la fonction managériale que j'exerce aujourd'hui. Je pense que cette bienveillance, ce prendre soin, finalement, c'est quelque chose qui évolue, qui peut évoluer, que l'on transforme, mais il ne nous quitte pas, en fait. Et tout à l'heure, on parlait de vocation, et le prendre soin, pour moi, c'est une vocation. Voilà. Allez, on garde le mot vocation. Allez. Bon, j'avais raison de vous faire commencer en applaudissant. Hein, voilà. Bon, Serge, je vous remercie, je te remercie beaucoup pour ce débat, et je vous remercie tous. C'était un exercice compliqué d'intervenir comme ça, et vous êtes de véritables orateurs, tous autant que vous êtes. Vous êtes très brillants, vous avez parlé avec facilité, mais aussi avec le cœur, et je crois que ça a été partagé à la salle. Je remercie tous les étudiants qui ont été très sages, qui ont écouté avec beaucoup d'attention. On a senti vraiment, on pouvait entendre une mouche voler pendant que les intervenants exposaient donc leur point de vue. Merci beaucoup à tous, merci à Delali. Et bravo. Rendez-vous compte, la performance que vous avez réussi. Beaucoup d'entre vous, pendant 1h15, vous n'avez pas regardé votre téléphone portable. Comme quoi, c'est possible.